deuxième événement de Bistro Brain cette année. Technologie du futur. Pour ceux qui ont eu la chance, on a déjà sorti une programmation. Donc, vous savez déjà à l'avance quels événements vous attendent cette année. Il y a en fait certains d'entre vous qui ont pris l'abonnement, donnent entre autres accès à l'entrée gratuite à tous les événements, puis rabais sur les bières, les premières bières aux événements. Je me présente à Estivo, je suis directeur de Bistro Brain depuis fin août. Bien content de lancer une nouvelle ère de Bistro Brain, rendre ça un peu professionnel, puis mettre du temps en plein là-dedans. Donc, très heureux encore une fois de vous voir ce soir. Je pense vraiment qu'on est sur le bord des capacités d'accueil du bac et bière. Sinon, on va commencer à sourire immédiatement. Donc, comme première présentation, on a Laurent Chiasson-Poirier et Mathieu Bergeron qui vont faire une présentation qui s'intitule « Conception d'un capteur-processeur intelligent intégré dans un système micromécanique ». Ils sont dirigés par le professeur Julien Sylvestre dans le groupe de recherche qui étudie l'intelligence artificielle dans les microsystèmes électromécaniques, les MEMS. Les premières simulations ayant établi en 2017 qu'il est possible d'effectuer efficacement diverses tâches dans la reconnaissance vocale à l'aide de ces systèmes miniatures. Les premiers prototypes de puces neuromorphiques ont été fabriqués dans les salles blanches de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Ça s'impressionne comme un film de science-fiction. Afin de permettre la démonstration physique du système en 2018, depuis cette première mondiale, le groupe de recherche s'intéresse maintenant à l'intégration de fonctions de détection à même la puce afin de démontrer diverses applications de contrôle, surveillance et classification. Je pense que vous avez peut-être dépassé votre limite de mots, mais enfin, laisse la parole. Merci de les accueillir chaleureusement. Bonjour et merci beaucoup de nous recevoir au Bistro Brain. C'est super agréable pour nous d'être ici. Je vais commencer. Essentiellement, on va vous présenter un nouveau type de capteur sur lequel on travaille en ce moment. Ça s'appelle des capteurs neuromorphiques, puis ça intègre un peu une portion de processing et de capteur. Alors, ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Donc, on vient d'où avec ça? Donc, où notre groupe a commencé, comme on disait un peu plus tôt, c'est avec du processing neuromorphique. Ça correspond. Pourquoi on se pose ces questions-là? C'est qu'essentiellement, depuis les années 70, la capacité de calcul des ordinateurs a double essentiellement à chaque 2-3 ans. En ce moment, on a atteint un peu la limite de cette loi-là, parce que comment ils faisaient doubler la capacité? C'est en réduisant le volume et le volume occupé par les transistors. Donc, ce que ça fait, c'est que maintenant, on a saturé ce point-là, puis on cherche des solutions alternatives. La solution alternative, c'est de trouver des capteurs neuromorphiques. C'est d'y aller avec le processing neuromorphique pour faire des calculs un peu différents. Mais là, nous, on vous parle de capteurs neuromorphiques. Ça ne veut pas dire grand-chose pour pas beaucoup de personnes. Fait qu'on va un peu essayer de décortiquer ça. Essentiellement, on prend deux technologies qui existent déjà, puis on vient les rassembler en un tout pour faire quelque chose d'un peu plus complexe. Premièrement, je vais commencer par un processeur neuromorphique, comment ça marche. Fait que, essentiellement, ce qu'on cherche à faire, c'est on a une entrée sensorielle qu'on vient. Une analogie qui est facile à faire pour comprendre, c'est un peu une analogie avec un cerveau. Donc, bon, très, très, très vulgaire. On va probablement en entendre parler un peu plus que ça, mais disons que moi, je suis en train de marcher, puis je tombe du trottoir à terre. Là, en ce moment, je ne vais pas me laisser tomber. J'ai de l'information sensorielle qui rentre à l'intérieur, qui est traitée par la tête. Ce qui se produit à l'intérieur, plus ou moins, c'est vraiment d'aller prendre C'est vraiment, l'information est prise et est décortiquée en ses différentes propriétés, qui est un peu black box, pour ensuite être reconstituée à l'interne en commande moteur pour venir corriger ce qui vient de se passer. Ce qu'on cherche à faire avec les capteurs neuromorphiques, c'est un peu la même chose. Donc, on vient prendre un signal électrique qu'on met en... on vient prendre un signal sensoriel qu'on transforme en commande électrique, puis on vient actionner un device qui va servir un peu de neurone, entre guillemets. On fait un réseau de tous ces devices-là qui vont nous donner différentes propriétés pour par la suite aller avec par la suite faire une commande de contrôle. Comment ce device-là, il marche? C'est essentiellement un peu... C'est juste une beam qui vibre comme ça. Bon, c'est pas très impressionnant, mais disons que chacun des neurones
La poutre ici, en réalité, est quelque chose comme 300 nanomètres de long, puis elle a une épaisseur de 5 nanomètres. Puis ce qui se produit, c'est qu'elle réagit non linéairement aux impulsions électriques. Donc, ça nous permet de venir générer des propriétés qui sont, entre guillemets, intéressantes. Maintenant, pour la deuxième portion, ça, c'est la portion vraiment accéléromètre capacitif. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de venir coupler un accéléromètre, c'est de venir détecter une accélération. Ça, comment ça marche, c'est beaucoup plus simple que la première portion. Donc, c'est essentiellement une masse qu'on vient ici, puis elle vient bouger, qui est sensible à l'accélération avec des petits ressorts qu'on vient fabriquer comme ça. Quand elle bouge, on a appliqué un voltage entre la masse et le ressort. Quand elle bouge, la capacité du système au complet vient changer. Donc, on est capable de faire un lien avec l'accélération qui est subie, puis par la suite, l'accélération qui est subie, puis une mesure de voltage. Donc, une fois que ça c'est fait, nous, ce qu'on a fait, on a essentiellement pris chacun des deux devices pour en faire un processeur neuromorphique qui est influencé par l'accélération. Donc, maintenant, on a remplacé notre électrode par... Oups, mauvais sens de la manette. On a remplacé notre électrode par la poutre. Donc, la drive qu'on utilisait maintenant influence le processeur neuromorphique. Ça, ce que ça vient faire, ça nous permet d'avoir des neurones qui sont plus activés par des signaux électriques, par des signaux électriques, mais actionnés par des signaux physiques, comme une accélération. Puis ça nous fait un capteur neuromorphique. Puis bon, un peu plus une animation pour comment ça marche. Au début, quand la bille est très proche de la poutre, ça oscille beaucoup. Puis quand elle s'éloigne, ça oscille un peu moins. C'est pas quelque chose de linéaire, puis ça varie beaucoup en fonction des propriétés de la poutre qu'on a fabriquée ou dépendamment de la poutre du réseau, ce qui explique un peu la variabilité de nos signaux. Ensuite, on vient intégrer tous ces signaux-là du réseau numériquement pour avoir une commande désirée. Oh, c'est compliqué, hein? Donc, moi, je suis rentré dans le groupe de recherche il y a un an et demi, puis c'est ça qu'on va présenter, qu'on a dit, tiens, applique-le dans une application concrète. Donc, c'est ça que je vais vous présenter à partir de maintenant. On va essayer de mettre ça dans le concret. On va essayer d'appliquer ça dans les choses que vous connaissez de la vie courante. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un capteur, capte des accélérations, puis on a un système relativement complexe qui transforme ces accélérations-là en un signal d'information pertinent, utile pour différentes applications. Évidemment, on est un groupe de recherche. Ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des nouvelles applications. En génie, on essaie de rendre ça utile à différentes choses. Et dans le groupe de recherche, on a exploré plein de voies différentes. Et une de celles qui a bien fonctionné, c'est celle que je vais vous présenter ici. C'est celle du traitement biomécanique pour essayer de détecter des anomalies dans la marche des patients. En fait, pour vous mettre en contexte, comment ça fonctionne? En fait, on a différentes technologies qui existent pour essayer de détecter des anomalies chez les patients en biomécanique. La plupart de ces technologies-là sont utilisables seulement dans des laboratoires biomécaniques avec beaucoup d'équipements, sont lourds, qui prennent beaucoup d'espace. Ce qu'on aimerait, c'est que ces technologies-là soient intégrées sur des systèmes beaucoup plus compacts, beaucoup plus petits, qui permettent d'être utilisés dans la vie courante et d'être capables de détecter des pathologies à long terme à différents endroits où la personne va marcher. Donc, ce qu'on veut, c'est c'est utiliser notre système pour détecter des anomalies à partir des accélérations du pied. En gros, c'est ça la preuve de concept qu'on veut essayer de démontrer avec notre système ici. Pour faire cette preuve de concept-là, évidemment, on a besoin d'accélération. C'est la source, la base de ce qu'on a besoin pour pouvoir utiliser notre device, c'est des accélérations. Et pour faire ça, on a eu fait affaire avec un laboratoire de recherche en kinésiologie à Québec, qui, eux, nous ont capté des accélérations à même du pied. Et ils ont fait ça à la fois avec des patients sains et à la fois avec des patients qui avaient des pathologies de marche, des patients qui avaient des problématiques.
Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est utiliser ces données-là pour les détecter à partir de notre propre accélérateur. Donc, la deuxième étape, ça a été de reproduire ces accélérations-là dans notre laboratoire à nous, ici, au 3IP à Sherbrooke. Pourquoi on fait ça? C'est simplement parce que notre système n'a pas encore atteint une certaine maturité qui lui permet de s'intégrer directement sur les patients. Il faut encore utiliser tous nos équipements externes qui sont seulement dans notre laboratoire. Évidemment, les prochaines étapes, ça va être de l'intégrer directement sur les patients, mais une première preuve de concept, c'est fait dans nos laboratoires ici à Sherbrooke. Donc, pour répéter ces accélérations-là, on a besoin de systèmes de vibration, des systèmes qui vont bouger. Donc, les deux systèmes qu'on voit ici, ça nous permet de répéter de manière artificielle ce qu'on a capté chez les patients. Donc, c'est les mêmes mouvements, les mêmes accélérations qui sont reproduites, mais cette fois-ci sur des systèmes externes dans notre laboratoire. Puis, sur ce système-là qui bouge, bien, on vient poser notre accélération, puis on vient essayer de simuler des situations où il y a à la fois des gens avec des pathologies et des gens avec des marches normales qui vont être mélangés ensemble, puis on essaie de voir si notre système est capable de détecter une marche normale d'une marche pathologique. Donc, on voit ici une application qu'on a démontrée dans la dernière année. Donc, on répète les accélérations, mais avec notre système mécanique. On voit ici à gauche, dans le fond, on voit ici à droite, dans le fond, les accélérations qui sont produites, puis à certains moments, les accélérations deviennent pathologiques. Avec des exemples d'entraînement, étant donné que c'est un système qui fonctionne par entraînement, c'est-à-dire qu'il voit différents exemples, puis il est capable d'apprendre si les exemples sont pathologiques ou non. Ensuite, on est capable de reproduire différentes situations où les accélérations produites sont pathologiques ou non. Et ensuite, on peut faire plusieurs exemples, puisqu'on a pu démontrer qu'on avait un très bon taux de détection des zones dans lesquelles l'accélération était pathologique et parfois elle était normale. Donc, on avait vraiment un système qui démontrait une application où on pouvait détecter des anomalies directement avec l'accélération du pied. Donc, ça, c'est une des applications. Cette application-là, elle montre différents avantages de nos technologies. Elle montre notamment le fait que c'est un système qui est compact, qui prend peu de volume, qui prend peu de masse. Donc, c'est vraiment avantageux pour des systèmes qui sont portatifs, comme dans l'application de biomécanique. On voit aussi que c'est un système qui consomme peu d'énergie parce que la plupart du processus de traitement qui se fait, qui remplace l'intelligence que normalement on aurait fait avec un processeur informatique, là, on le fait avec un système mécanique qui demande beaucoup moins d'énergie. Donc, ça, c'est tout l'aspect autonomie qui vient gagner en termes d'énergie nécessaire pour faire le processus de calcul. Mais il y a une dernière chose aussi qu'on n'a pas encore tout à fait démontré en faisant cette première application-là, c'est l'aspect versatile d'un système. Étant donné que c'est un système qui fonctionne par entraînement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des exemples, on est capable de reproduire différentes fonctions intelligentes complexes de traitement. Donc là, cette fois-ci, on veut démontrer qu'on ne peut pas seulement le faire juste pour la biomécanique, mais sur plusieurs types d'exemples différents. Et pour ce faire, on développe d'autres applications dans notre groupe de recherche, non seulement pour la détection d'anomalies en biomécanique, mais aussi la détection d'anomalies sur des machines, sur des technologies de transport ou sur du contrôle pour la robotique, comme des drones ou des pendules inversées. Donc, ces technologies-là démontrent encore une fois qu'il y a une certaine complexité nécessaire qui est capable d'être faite par notre technologie, étant donné que c'est des systèmes de contrôle où les signaux, même à même l'accélération, il y a quand même un traitement qui doit être fait qui est assez précis, qui est assez complexe pour être capable de processer cette information-là suffisamment judicieusement, capable de contrôler des systèmes aussi instables que ceux comme les drones ou les systèmes de pendule inverse. Donc, c'est des systèmes complexes et difficiles à contrôler, étant donné toute l'instabilité de ces systèmes. C'est ce qu'on essaie de démontrer, d'utiliser notre système pour faire le contrôle ou faire la détection de ces différents types d'applications. Dans le futur, évidemment, on voudrait aller beaucoup plus loin, qui est essayer d'aller chercher le maximum possible de valeur ajoutée de cette technologie-là. Donc, il y a plein d'applications possibles. Évidemment, comme on en a parlé un peu, beaucoup d'applications dans le contrôle qualité au sens large. Donc, il y a plein d'applications en transport et en usine intelligente où c'est possible d'intégrer ces capteurs-là. Ça augmenterait vraiment le côté valeur ajoutée de notre technologie. Puis aussi le fait que c'est des systèmes qui sont capables de traiter les données en continu avec peu d'énergie nécessaire pour faire fonctionner la technologie. Et aussi,
l'avantage d'une technologie qui est compacte permet de faire plein d'applications dans la robotique miniature, puis les systèmes portatifs, un peu comme celle que je vous ai présentée aujourd'hui. Toutes ces idées-là, en fait, nous mènent à rêver et à trouver des applications futures, puis aussi d'explorer un peu des variations un petit peu de notre technologie. Donc, on développe d'autres variations, d'autres applications. Puis, ça nous mène à rêver et à développer des nouvelles idées. Fait que je vous laisse avec toutes ces belles idées-là qui pataugent là, dans le groupe de recherche sur lequel on discute tous les jours. Donc, merci beaucoup. Puis, je dois aussi dire d'ailleurs que tout ce travail-là, c'est vraiment cool, mais c'est vraiment une équipe qui travaille là-dessus. Là. On est quand même plusieurs. En ce moment, on est plus que 6 ou 7 à travailler dans un groupe de recherche. Puis, chacun met son petit bout de main à la pâte là, pour pouvoir faire fonctionner ça. Puis, c'est ça qui est si beau dans ce travail-là, c'est vraiment un travail d'équipe, puis c'est vraiment le fun. Donc, merci beaucoup. Je n'ai pas bien compris l'avantage de votre innovation. Comment est-ce que c'est moins énergivore, puis je n'ai pas compris tout à fait la mécanique. Peux-tu résumer? Dans le fond, il n'a pas tout à fait compris quel est l'avantage au niveau mécanique de faire le processus par rapport à un processus de traitement qui se fait de manière électronique. Dans le fond, disons, pour un système de contrôle, le nombre d'opérations que ça implique, c'est qu'il faut que tu connaisses ton système, puis tu fais des calculs de prédiction. Tu regardes c'est où tu vas aller, puis comment est-ce que tu réagis à cette accélération-là. Notre processeur neuromorphique, le seul calcul qui est impliqué là-dedans, c'est une multiplication matricielle à la fin, plus driver la chip. Donc, en termes de consommation de puissance par rapport à une chip normale, on a moins de flops de calcul à faire. C'est essentiellement là que l'avantage est. Puis en plus de ça, ça permet aussi de couper des systèmes de communication. Donc, disons, on a un capteur qui est posé directement sur un système. Il peut être entraîné, puis directement envoyer une commande plutôt que d'envoyer la commande à un ordinateur qui doit la renvoyer au moteur. Ça permet de sauver du temps puis sauver de l'énergie. Donc, le calcul est généré dans le système plutôt que d'avoir à simuler ou à faire des calculs. Oui, exactement. Je pense qu'une des choses qu'on pourrait dire, dans le fond, en intelligence artificielle, sans rentrer dans les détails, il y a une des parties du traitement qui se fait dans des algorithmes d'intelligence artificielle, qui est le calcul d'une fonction non linéaire. C'est comme ça un élément assez élémentaire d'un calcul d'intelligence artificielle. Cette fonction non linéaire-là, c'est la réponse, la vibration de la boucle qui la crée. Donc, cette fonction non linéaire-là, à ce moment-là, c'est là qu'on parle d'un système de traitement physique, parce que cette fonction-là est générée de manière physique par la vibration de la boucle. Non. Merci les gars. Donc, comme deuxième invité, ce soir, on a Marwan Dessus, qui va faire une présentation. Oui, acclamation, s'il vous plaît. Présentation sur... Oui, on va l'entrer, je ne sais. Une présentation intitulée « Une rétine artificielle pour traiter la cécité ». Marwan est diplômé d'ingénierie électrique à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. En 2015, il a obtenu le diplôme de maîtrise en génie électrique à l'Université Laval en 2018. Il s'est joint au groupe de recherche en appareillage médical de Sherbrooke, le GRAMS, et en 2019, il est actuellement candidat au doctorat en génie électrique avec une concentration sur les processeurs intelligents artificiels personnalisés pour les dispositifs médicaux. Combien de fois? C'est 2 fois? OK, merci à toi, Marwan, et bonne main d'applaudissement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir. Alors, la première question que j'ai pour vous, vous en doutez bien, c'est voyez-vous bien? Ça peut paraître anodin, mais si je vous demande de regarder la présentation ce soir à travers le trou d'une porte ou en faisant avec votre main un petit trou comme ça, on peut comprendre que ce n'est pas très adéquat. Il y a des personnes qui vivent avec une maladie et qui ont une condition qui rendent leur vie inadéquate, peut être politiquement correcte. Donc, à gauche, on peut voir une vision normale, comme une personne qui a une vision de 20 sur 20. Et à droite, on peut voir une personne, la rétine d'une personne ou la vue d'une personne qui est atteinte de rétinite pigmentaire. Alors, ce que cette maladie fait, c'est que votre vision commence à se dégénérer sur la périphérie, tranquillement pas vite, jusqu'à atteindre une cécité totale.
Et vers la fin, vous allez juste être capable de regarder vraiment à travers le trou du port. Il y a un autre type de maladie qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et c'est là où la rétine se décolle, elle commence à se décoller du milieu. Donc un spot noir va commencer à apparaître dans votre vision. Et il va commencer à grandir jusqu'à ce que vous atteigniez une cécité totale. Malheureusement, il n'y a pas de chirurgie qui est capable de régler ces deux maladies-là. Il n'y a pas de traitement, médical justifié ou reconnu mondialement. Donc, on va essayer de comprendre d'où viennent ces maladies et comment on peut trouver une solution pour rétablir une vue. Je pense que vous connaissez tous cette image-là. C'est une rétine. Donc, on voit le nerf optique ici, puis on voit les vaisseaux sanguins. Est-ce que vous voyez la rétine sur cette image? Non? Pourquoi vous avez dit bon, c'est déjà la réponse. Ne les écoutez pas. Ben, c'est parce que la rétine est invisible, elle est transparente. Mais c'est comme si vous aviez épluché un oignon, puis il y a comme la peau entre les étages d'un oignon, cette peau petite transparente qui est vraiment fine. La rétine est comme ça. Donc sur cette image, c'est normal qu'on ne la voit pas parce qu'elle est transparente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre un produit fluorescent et la mettre sous le microscope pour voir à quoi elle ressemble. Et voilà. Donc, on peut voir ici toujours le nerf optique avec les axones des neurones. Puis on peut voir les petits points. Je ne sais pas si vous voyez. Puis on peut voir les petits points verts ici qui représentent la tête de neurone ou les somas, les cellules, comme on voit un peu plus tard. Puis c'est ces cellules-là qui génèrent une image et qui l'envoient à travers le nerf optique vers le cortex visuel. On va voir ça plus en détail ensemble. Donc, si on peut voir ici, la rétine, elle est composée de 3 étages. On a les cônes et les bâtonnets, qu'on appelle les photorécepteurs. On a les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Si on regarde d'or, par exemple, au lac des Nations, on a une image qui rentre dans l'œil, qui est transformée par la cornée en une plus petite image qui est projetée sur la rétine. Est-ce que tu arrives à voir? C'est bon. Puis après, cette image-là, c'est de la lumière qui arrive sur la rétine. Vu qu'elle est transparente, elle va se rendre jusqu'en bas, vers les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Puis c'est à ce niveau qu'elle est transformée en électricité qui va remonter vers les cellules bipolaires et ensuite vers les cellules ganglionnaires pour par après passer à travers le nerf optique et s'en aller vers le cortex visuel. Donc ça, c'est le système visuel d'une personne qui est en bonne santé, qui a une vue version 1, qui a une vue normale. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la caméra, l'œil humain ou la vision, c'est comme une caméra, comme dans vos smartphones, comme dans vos téléphones portables. Donc, on prend une image et on la décompose en 4 filtres. Puis chaque filtre représente une particularité de l'image, que ce soit l'intensité lumineuse, le contraste, la couleur, le changement de couleur, le changement d'intensité, etc. Donc, ce que la rétine fait, c'est qu'elle décompose toutes ces informations, puis elle les envoie vers le cerveau une couleur à la fois, une saveur à la fois. Là, la couleur est juste à titre indicatif. C'est le cortex visuel à la fin qui va recomposer l'image et assembler toutes les différentes représentations visuelles. Bon, maintenant, on va essayer de voir à quoi ressemble la rétine d'une personne qui est atteinte de rétinite pigmentaire. On peut voir en haut ici qu'on n'a pas les 3 couches comme en bas pour une rétine en bonne santé. La couche des cônes et bâtonnets est dégénérée. Donc, cette couche-là qui est responsable de transformer la lumière en signal électrique, elle ne fonctionne plus, elle n'est plus là. C'est pour ça qu'on ne voit plus rien ou que la rétine commence à se dégénérer du milieu, puis on est juste capable de voir à travers un trou. Donc là, on reprend notre animation, on a une image qui rentre, elle s'en va vers la rétine, c'est trop vite. Ça va s'en aller tranquillement, doucement, elle passe sur la cornée, elle est projetée sur la rétine. Et là, la lumière arrive au photorécepteur et il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus d'électricité parce que les photorécepteurs ne convertissent plus la lumière en signal électrique. Bon, là, ça nous donne une occasion d'utiliser un peu nos connaissances techniques ou mon domaine d'expertise un peu, puis mon groupe de recherche de l'électronique pour essayer de remédier à ça.
Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre un petit implant. C'est le petit carré vert ici. Là. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est juste en PowerPoint, c'est facile à dessiner. Donc là, on peut voir où est-ce qu'on peut le placer sur l'œil. On a comme une vue éclatée. Puis là, cet implant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer des décharges électriques au niveau de ces cellules-là, un peu pour simuler ce que les photorécepteurs faisaient avant et transmettre ce signal à travers le nerf optique vers le cortex visuel. Vous voyez, les flèches suivent le laser, c'est cool. Ici, on peut voir ça d'une façon plus dynamique. Donc, on a la lumière qui arrive. Elle arrive sur le chip ou sur le circuit intégré ou sur le petit bidule vert, comme vous voulez. Puis ça, c'est transformé en signal électrique qui est par la suite retransmis vers les autres cellules puis qui passe vers le nerf optique, comme vous le voyez, d'une façon longitudinale et qui s'envoie par la suite vers le cerveau, vers le cortex visuel. Donc là, c'est comme un autre type de traitement pour essayer de remédier à la cécité sans utiliser la chirurgie sur la cornée ou les injections dans l'œil. Ça, abstention pour les âmes sensibles, c'est l'opération chirurgicale qu'on utilise pour placer ce genre d'implant au fond de l'œil. Donc, on met en arrière de la rétine, puis là, il se colle aux cellules. Donc là, c'est super bon, tout va bien. C'est juste que vous n'avez pas remarqué. Je vois des visages qui ça. Je m'excuse. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit réellement sous ce petit bidule. C'est comme la photo qu'on a vue tout à l'heure. Vous pouvez voir les petits ronds ici, avec les petits spots verts fluorescents. C'est des cellules. Si on zoome encore plus, on peut les voir, ces neurones-là. On voit la tête du neurone et on voit les axones qui s'envoient un peu partout. Là, il y a quelques électrodes qu'on utilise. Je les ai highlightés en jaune, juste pour que vous, juste à titre indicatif, en fait. Puis là, vous pouvez voir vraiment la taille de ces cellules-là. Ça, c'est des vraies cellules prises au microscope. Si, par exemple, on essaie de stimuler la rétine avec des petits courants électriques, juste pour voir si notre théorie elle marche ou pas, on peut voir la réaction des neurones qui s'illuminent à chaque fois qu'on injecte un courant électrique. Bon, cette slide est un peu trop technique, mais si jamais ça peut profiter à des personnes. Donc, on a l'électrode qui est ici en carré rouge. Puis là, on envoie un choc électrique à chaque fois. À chaque environ 10 millisecondes, on envoie un pic de courant, puis on voit les cellules qui répondent. Donc, il paraît que notre théorie se tient encore. Si on injecte la rétine avec un courant électrique, on pourrait potentiellement recréer une image et redonner la vue à des personnes qui ont une cécité totale. Maintenant, si on regarde encore de plus près, en stimulant seulement un neurone, un pixel. Vous pouvez penser de ces petits carrés, là, comme si c'était les pixels de votre téléphone intelligent ou votre webcam ou votre caméra. Là, si on injecte un courant dans le carré rouge, ça fait ça. On voit le signal qui traverse tout le neurone, les axones et tout, en temps réel. Donc, on pourrait se dire, OK, on a juste à recréer 1000 par 20 000 pixels et stimuler chaque neurone séparément pour faire une vision artificielle. Oui, c'est possible. Est-ce qu'on est encore là? Pas encore. Mais on s'en va là. Donc, ici, on a une vue éclatée de l'implant rétinal qu'on essaie de faire au Grams. J'ai oublié de me présenter, mais je pense qu'Alexis m'a présenté un peu, mais je travaille avec le groupe de recherche en appareillage médical de Sherbrooke, de Grams, au 3IT, comme mes collègues de tantôt. Puis on essaye de fabriquer cet implant-là. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une cellule photovoltaïque, une batterie, puis un chip RF pour envoyer les données vers l'extérieur, juste pour vérifier si le signal se remplit ou pas. Parce que, quand même, le circuit va être à l'intérieur de l'œil. On n'a pas de fil qui va vers l'extérieur, puis on n'a même pas de fil pour l'alimenter. Mais là, comment on va faire pour qu'il fonctionne? On va le savoir un peu plus tard. Mais vous pouvez voir ici, le point de ce slide, c'est vous montrer que les pixels en bas, c'est eux qu'on utilise pour stimuler la rétine. Donc, pour l'implant qu'on a développé, pour l'instant, on a juste 288 pixels. Ce n'est pas beaucoup pour voir. Hein? C'est encore plus petit que si vous regardez à travers un petit trou de porte. Mais bon, ça c'est mieux. Donc, on l'encapsule aussi dans un boîtier en diamant transparent. Et la taille totale de ce boîtier, c'est 5 mm par 4 mm par 1 mm d'épaisseur. C'est vraiment, vraiment petit. C'est plus petit que l'angle de votre petit doigt. Là, bon, tantôt, j'ai dit qu'on essayait de le faire, mais on l'a fait. Puis on l'a assemblé. Puis je l'ai même ramené avec moi ce soir.
Vous pouvez aller voir Julie pour le voir tantôt. Là, il est juste à côté d'une pièce de 10 sous. Et là, par la petite publicité. Merci Julie. Bon. Donc, je reviens à la question de tantôt. Il n'y a pas de câble pour alimenter cet implant. Il y a juste une petite batterie. Comment on fait pour l'alimenter? L'idée qu'on a eue, c'est de l'alimenter avec un laser. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, on prend des lunettes, un peu comme les Google Glass. On met une caméra sur la lunette qui va prendre une photo du monde extérieur, qui va transformer cette photo et l'envoyer à travers le laser en réflexion vers l'implant. Est-ce que c'est good avec ça? Il n'y a personne qui est avec ça? Oui, mais là, moi, quand je vous regarde, mes yeux, ils bougent tout le temps. Comment on fait pour l'alimenter avec un laser? Qu'est-ce qu'il faudrait? Aucune réponse? Non, vous connaissez déjà la réponse. Vous n'avez pas le droit de répondre. Ça, c'est vrai que j'ai dépassé mes 12 minutes, donc je vais finir rapidement. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du tracking. Chaque fois que votre œil bouge, on a une caméra qui regarde votre pupille, il est où, qui la traque en temps réel, qui bouge super rapidement pour que l'implant soit alimenté en temps réel tout le temps. Là, on a eu quelques stagiaires qui ont fait un projet de feedback avec nous au GRAMS et qui ont fait un prototype de ces lunettes-là. On peut voir, on a une caméra pour capturer l'image de la de l'extérieur. Il y a une autre caméra ici que j'ai oublié d'annoter, pour prendre vos pupilles et essayer de la suivre. Puis on a quelques processeurs pour traiter les données, pour alimenter l'implant, etc. Je ne vous épargne les détails. Ce n'est pas inutile, c'est super utile. Là, on a fait comme un petit test bench pour essayer de voir si notre système fonctionne ou pas. Donc, on a pris un œil, on a monté des petits prototypes en 3D, puis on a commencé à les bouger. Puis, cette équipe de projet de feedback est passée aux nouvelles. Donc, ça, c'est leur test bench. Ils ont construit une tête avec une imprimante 3D. Ils ont mis des lunettes dessus. Ils ont commencé à bouger l'œil. Puis, ils ont fait l'algorithme de tracking de la pupille. On peut voir ici l'œil qui tourne, qui bouge. Et par la suite, on peut voir que le laser suit la pupille de l'œil. Donc, tout ça, tous ces efforts-là sont dans un seul but. On fait tous ces efforts, toutes ces études, on se lève chaque matin pour aller au travail, tout pour cette slide-là, pour pouvoir recréer une vision artificielle pour les personnes qui ont perdu la vie. Donc, tout ça se passe au 3IT, comme avec mes collègues tantôt. Vous pouvez aller visiter notre page Facebook, un peu de plus ici. Puis, il y a même une visite guidée du 3IT, vous allez encore vous retrouver. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est où le 3IT? C'est un peu à l'ouest du campus principal, en face du Triolet, de l'autre côté de là. Donc, je voulais remercier toute mon équipe du GRAMS et la sous-équipe qui travaille sur l'implant rétinien. La plupart d'entre eux sont avec nous ce soir. Et merci beaucoup pour votre attention. C'est une excellente question. La question était, est-ce que l'alimenter avec le soleil aurait été assez pour l'implant? Non, parce qu'il faut concentrer vraiment l'énergie sur la cellule photovoltaïque. Puis, on peut pas mettre beaucoup d'énergie dessus. Bon, on utilise aussi un laser infrarouge qui est invisible. Parce que si on vous met un laser rouge, comme dit dans les yeux, vous n'allez rien voir du tout. Donc, c'est ça. Il faut qu'il soit vraiment concentré sur la cellule parce que juste une lumière comme ça, éparpillée sur l'œil, c'est pas assez pour alimenter l'implant. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Yes? En fait, bien sûr, ma question, là, parce que je ne m'y connais vraiment pas. Il y a pas de souci, là, on parle d'un contexte pour un être humain. Y aurait-il moyen de. On parle de porter des lunettes, là, mais mettons un chien, là, ça arrive qui perd la vue. Je me vois mal mettre des lunettes, mettons, sur mon chien. C'est une excellente question. Ben, ça a déjà été fait. C'est juste que l'implant qu'on a fait, il est sans fil. Donc, il n'y a pas de fil qui rentre dans l'œil qui est alimenté. Mais tous les autres prototypes qui ont existé sur le marché et qui existent encore, ils utilisent des fils qui passent directement dans l'œil. Ils font une section dans la cornée de l'œil ou sur. Oui, je sais. Moi aussi, ça me fait le même effet. Mais sous anesthésie et dans total respect des droits des équipes. Et là, on passe les câbles dans l'œil, puis on met une caméra sur le dos. Par exemple, en Australie, le NVRI, le National Vision Research Institute, ils ont déjà fait ça avec un chat. Ils ont mis la caméra sur le dos du chat, ils ont passé des câbles directement sur sa rétine. Donc oui, c'est possible pour les animaux, c'est juste qu'il n'y aura pas la version sans fil. Je vais poser la question tantôt.
Comment ça se fait la combinaison entre un œil qui va bien et un œil justement qui a la vision de votre Bonne question. Je pense que, je ne sais pas si vous connaissez tous le test, mais si vous prenez votre pouce devant vous, fermez l'œil gauche, vous commencez à bouger votre pouce tranquillement en regardant droit devant, vous allez voir qu'il y a un spot où il n'y a rien. C'est là où le nerf optique ne voit plus rien. Et pourtant, quand je te regarde de côté, je vois tout. C'est les deux yeux qui prennent une image, où il y a des spots qui manquent et qui corrèlent les deux images. Ça se passe dans mon cerveau, dans le cortex visuel, ça rassemble les deux images, ça les reconstitue. Comme on a vu tantôt, la rétine, elle prend plusieurs images, l'intensité lumineuse, des couleurs, la transformation, qui les combine tous dans le cortex visuel. Donc, ça n'a pas été testé, je n'ai pas de preuves expérimentales scientifiques à te présenter, mais j'assume que c'est la même chose de convoluer le spot qui manque à cause du nerf optique. Ça répond à ta question? Yes. Oui, on peut poser la question en fait. Merci beaucoup. On est déjà à la troisième présentation de ce soir. Puis là, on rentre un peu dans les gens que je connais personnellement. Puis, en l'occurrence, Antoine Taylor, juste à ma gauche. Pour le présenter, pour ceux qui ne savent pas, Antoine il travaille sur l'intelligence artificielle avec Maxime Lecoudreau, qu'on a déjà reçu par le passé ici à BistroBrain. Et sa présentation va s'intituler l'intelligence artificielle pour comprendre le cerveau humain. Antoine est étudiant en doctorat en informatique à l'Université de Sherbrooke, qui est responsable aux communications du regroupement étudiants, les chercheurs et les chercheuses en sciences et donc le Rexus de l'Université de Sherbrooke. On en remercie d'ailleurs encore pour l'appui financier pour le projet BistroBrain. Et il ne trouve pas facile d'écrire sa propre vidéo, mais je me permets d'ajouter un qualificatif. Je veux dire que Antoine est très chaleureux. Donc, voici, c'était pas si difficile. Ma présentation. Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. En fait. Donc aujourd'hui, je vais présenter comment l'intelligence artificielle peut nous aider à comprendre le cerveau humain. Ou plus particulièrement, comment l'intelligence artificielle peut nous aider à cartographier le cerveau humain. C'est vraiment un meilleur type de présentation auquel j'ai pensé beaucoup trop tard. Donc, premièrement, c'est quoi le cerveau humain? En fait, trop grossièrement, le cerveau humain, c'est la matière grise qui est composée de neurones. Et ces neurones-là sont reliés par des axones. Les axones, c'est des câbles qui relient les neurones ensemble quand elles s'activent. Donc, les neurones s'activent quand je parle, quand on pense, quand vous l'écoutez, en fait, puis ils activent d'autres neurones à travers les axones. Donc, la matière blanche, c'est comme un paquet de câbles avec un paquet d'axones tout squishés ensemble. Donc, on peut voir la matière blanche, en fait, un peu comme une carte routière, en fait, pour le cerveau, qui relie différentes régions, en fait, de la matière grise ensemble. Donc, ce qui serait le fun, en fait, c'est d'avoir une espèce de GPS, en fait, une espèce de Google Maps, en fait, du cerveau, pour qu'on puisse savoir exactement quelles neurones, ou au moins quelles régions du cerveau font quoi, en fait, quand on pense, quand on s'active, quelles régions sont activées. Pourquoi est-ce qu'on voudrait savoir ça? En fait, ça serait pratique pour, par exemple, faire la planification pré-chirurgicale. En fait. Donc, supposer qu'on veut enlever une tumeur, ça serait fun de savoir où couper pour savoir quelles fonctions du cerveau vont être impactées, en fait. Parce que si on coupe forcément, il y a des fonctions qui vont être impactées. Ce serait fun aussi de savoir comment la matière blanche se comporte pour savoir c'est quoi les impacts des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou la sclérose en plaques, en fait, qui attaquent directement la matière blanche. Ou, en fait, le thème de la soirée, c'est les technologies du futur. Donc, si on fait un peu de futurologie, si on est capable de cartographier le cerveau que l'on rencontre, on pourrait ensuite le modéliser, en fait, le simuler virtuellement, puis bien étudier, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour imager le cerveau? Comme on l'a vu précédemment, on peut voir des neurones au microscope, sauf qu'il faut passer par la dissection. Puis, se faire dissecter le cerveau, c'est pas très plaisant. Fait on va plutôt passer par l'IRM conventionnel. Mais l'IRM conventionnel, il y a un petit problème, c'est que la résolution est beaucoup trop grande, en fait, pour imager chacune des axones. Donc, plutôt, en fait, on va passer par l'IRM de diffusion. L'IRM de diffusion, c'est un peu funky, en fait, ce que ça fait. Ça n'image pas non plus directement les axones. Plutôt, ce que ça fait, en fait, c'est que ça mesure le mouvement de l'eau dans le cerveau selon une certaine direction. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça, en fait? C'est qu'on peut penser, en fait, à la matière blanche comme une espèce d'ensemble de céleri. Si on s'imagine un céleri dans la tête, un céleri, c'est fibreux, en fait, c'est rempli d'eau. Si on fait bouger l'eau selon une certaine direction, on peut s'imaginer, en fait, que l'eau aurait beaucoup plus de facilité de bouger selon le long des fibres du céleri que de façon perpendiculaire à celle-ci, en fait.
Donc, si on est capable de savoir à quel point est-ce que l'eau a de la facilité à bouger, en fait, on peut savoir que les structures vont à peu près dans le même sens que l'eau, quand l'eau bouge, en fait. Si on vient à l'analogie du réseau routier, en fait, c'est comme si, plutôt qu'avoir des images satellitaires de réseau routier, par exemple des États-Unis, on aurait une carte de chaleur, une heat map en anglais, du déplacement des voitures, en fait, aux États-Unis. Donc, on s'imagine que les voitures, s'ils se déplacent dans une certaine direction à un certain endroit, bien, forcément, la route, elle devrait à peu près suivre la même direction, en fait, parce qu'on sait que les voitures, elles se déplacent sur les routes. Donc, à partir de l'IRM de diffusion, ce qu'on peut faire, en fait, c'est de la tractographie. Donc, la tractographie, c'est quoi? En fait, c'est le sujet principal de la présentation, mais c'est aussi, en fait, une reconstruction virtuelle de la matière blanche à partir de l'IRM de diffusion. Donc, la tractographie, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on part d'un point dans le cerveau, en fait, une région du cerveau. On regarde c'est quoi l'orientation qu'il y a à ce point-ci. On se déplace, on fait un pas. On regarde c'est quoi la nouvelle direction, on se déplace encore. Puis, en fait, à force de se déplacer, en fait, on va partir d'une région, on va atterrir dans une autre région, puis on va avoir reconstruit un chemin, en fait, dans la matière blanche. Puis, si on reconstruit plein de chemins, en fait, on va avoir un petit peu approximé la structure de la matière blanche. On va avoir approximé la structure des câbles de la matière blanche, en fait, puis ça va nous donner l'approximation du cerveau. Okay. Donc, la tractographie, en fait, ça peut servir à plein de choses, mais entre autres à faire des dissections virtuelles. Donc, plutôt que de disséquer physiquement le cerveau de quelqu'un, ce qui est fatal, on peut plutôt disséquer virtuellement en fait, les tractogrammes reconstruits. Ça nous permet de tenir, mettons, des faisceaux, par exemple, le faisceau de la vision, qu'on a vu précédemment, pour en fait l'étudier, pour savoir comment il évolue dans le temps, par exemple, à cause des maladies. Donc, si on vient à l'analogie de la route, la tractographie, un peu, c'est comme dire à quelqu'un, prends ta voiture, déplace-toi sur les routes, et on va voir où ça va t'amener, en fait. Ça se peut qu'ils reconstruisent un chemin qui est très bien, en fait, donc entre Montréal et Sherbrooke, en passant par la 10. Ça fait du sens. Mais la matière blanche, c'est complexe. Selon des estimés, en fait, il y a plus du 2/3 de la matière blanche qui est occupée par plus qu'un faisceau. Donc, c'est comme si, sur notre réseau routier, plus du 2/3 du temps, il y avait comme un échangeur comme ça. En fait. Ce qui fait que notre algorithme de tractographie, souvent, il va avoir des erreurs. Il va passer par des chemins qui ne font pas vraiment de sens, en fait. Puis, ben, ça, ce que ça va faire, en fait, ça va mener à une reconstruction qui va être inexacte de la matière blanche. Donc, la structure générale de notre espèce de reconstruction va être correcte, mais chaque chemin va être peut-être pas très représentatif de ce qui se passe pour de vrai dans le cerveau, en fait. Ce qui fait que ben, les algorithmes de tractographie ont quelques problèmes, en fait. Notamment, c'est qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on s'en va, puis on ne sait pas quel virage prendre, en fait. Ça, ben, ça mène à des mauvaises reconstructions de la matière blanche, donc des mauvaises cartes routières, en fait. Puis, ben, c'est pas très utile lors d'études de maladie ou du fonctionnement, ainsi de suite. C'est vrai que l'intelligence artificielle arrive à la rescousse, en fait. Par intelligence artificielle, comme on l'a vu au dernier Bistrobrain, pour ceux qui étaient là, en fait, on ne parle pas de Skynet, en fait, on parlait plutôt de réseaux de neurones artificiels, en fait. Les réseaux de neurones artificiels, c'est quoi? C'est des modèles statistiques qui permettent d'apprendre une fonction plus ou moins arbitraire. Par exemple, si on leur donne une tonne d'images, mettons, de chiens, d'avions puis de chevreuils, puis on lui dit « apprends à les classifier », ben c'est ça que le réseau de neurones va pouvoir apprendre à le faire, en fait, avec une tonne de données. Ou va pouvoir aussi apprendre à générer des nouvelles données à partir des données d'entraînement qu'il y a eu précédemment. Donc, pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'intelligence artificielle pour la cryptographie? Ben, des informations, on en a en fait. C'est juste qu'en tant que programmeur, on ne sait pas encore comment se faire violence et les intégrer aux algorithmes de tractographie classiques. En fait. Donc, ce qu'on aimerait plutôt, c'est des données à manger aux zones neurones. Ils s'en servent comme ils peuvent le faire, en fait, puis ça nous permet d'obtenir des tractogrammes. Puis ça marche, en fait, ce qui est bien. Donc, ça a été fait dans mon lab par le passé, en fait, donc, en utilisant des données de l'IRM de diffusion et des tractogrammes qui ont été annotés. Ils ont été donnés en manger en entraînement à un réseau de neurones. Le réseau de neurones peut maintenant produire des tractogrammes sur des données qu'il n'a jamais vues. Donc, ça marche bien. Donc, ça crée moins de faux chemins, en fait, donc, sur la carte routière, parce que ben, lors de l'entraînement, le réseau de neurones a vu c'était quoi un vrai chemin. Donc, forcément, il ne fait pas des mauvais. Le seul problème, c'est que des données comme ça, ben, il n'y en a pas. Donc, la façon de générer les données comme ça, en fait, c'est soit par des faux cerveaux synthétiques, en fait, où on sait c'est quoi les vrais chemins qui devraient être exprimés, ou
en prenant des tractogrammes qui viennent d'algorithmes classiques. Et si on prend des tractogrammes qui viennent d'algorithmes classiques, ben, si on donne ça à manger à un réseau de neurones, il va juste refaire la même chose. Donc, il va juste faire à peu près la même chose que les algorithmes classiques feraient. Puis ça, ben, c'est pas une bonne chose, en fait. Parce qu'on se retrouve avec le même problème. Parallèlement à ça, en fait, il y a l'apprentissage par renforcement qui existe. L'apprentissage par renforcement, en fait, c'est un type d'intelligence artificielle qui n'apprend pas avec pour utiliser mon terme, une chie de données, mais plutôt qui apprend par essai et erreur, en fait, en posant des actions plus ou moins aléatoires, qui se fait récompenser par une fonction de récompense, en fait, sur les actions qu'il pose. C'est un peu abstrait tout ça, mais par exemple, si on prend le jeu de Go, en fait, pour ceux qui ont vu le documentaire en 2017, AlphaGo, je pense, ça s'appelle. Donc, l'algorithme d'apprentissage par renforcement a appris à jouer au jeu de Go, en fait, en posant des actions un petit peu au hasard, donc en posant des pierres sur le board. Puis, il y avait une fonction de récompense qui disait « Bravo champion, ce que tu as fait, c'est bien » ou « Bouh, c'est vraiment pas bon ce que tu as fait ». Puis, en maximisant la récompense de la fonction de récompense, ben, on peut juger en fait que la tâche est accomplie. Un autre exemple, en fait, ce serait un robot qui essaierait d'apprendre à marcher. Donc le robot qui apprend à marcher, en fait, s'il est debout et avance par en avant, on peut le récompenser en lui disant bravo champion, puis si jamais tu peux t'accueillir, on dit il ne faut pas que tu fasses ça. Donc, dans ma maîtrise, en fait, ce que j'ai développé, c'est un algorithme d'apprentissage par renforcement pour la tractographie. En fait, donc, on a appris un algorithme à juste, par essai et erreur, à faire de la tractographie, en fait, à faire des pas dans la matière blanche. Puis, on le récompensait. Donc, si les chemins qu'il faisait étaient bons, on le récompensait. Puis, si les chemins qu'il faisait n'étaient pas bons, on le pénalisait. Ça, en fait, ce que ça donne, c'est des tractogrammes qui sont excellents, qui sont meilleurs que les algorithmes conventionnels, en fait. Puis sans qu'on ait demandé à un programmeur ou une programmeur de se faire violence à essayer d'intégrer des informations weird ou à coder un algorithme. Parallèlement à ça, en fait, on a des gens dans la salle qui ont participé aux avancées, mais on peut demander à des réseaux de neurones aussi à filtrer des tractogrammes. Donc, une fois qu'on a des chemins, en fait, on peut demander à un réseau de neurones de juste filtrer les mauvais chemins et de juste garder les bons, ce qui augmente la fidélité du tractogramme. Ou on peut aussi demander à un algorithme de générer des meilleures données de diffusion, en fait, dans l'espoir que ça améliore la tractographie plus loin. Donc, pour revenir au titre de la présentation, les technologies du futur, mais le futur, c'est un peu maintenant, en fait. Donc, on peut cartographier le cerveau grâce à l'intelligence artificielle, ce qui va nous permettre de mieux comprendre le cerveau, mieux comprendre les maladies, en fait, puis même, grâce à l'apprentissage par renforcement, en fait, par l'essai-erreur, on pourrait même découvrir de nouveaux faisceaux, en fait, qu'on pourrait valider grâce à l'histologie. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation. Merci à tous les membres de mes labs qui sont un peu présents à ce soir. Merci. On a des questions? Première question, la tractographie. Oui, c'est la tractographie. À mentionner l'IRM, la précision c'était 2 mm, 0,75 mm. C'est quoi la précision de la tractographie? La tractographie n'a pas vraiment de précision, en fait. Ce qu'on reconstruit, c'est une ligne dans un espace. Donc, il n'y a pas vraiment de précision. On peut mettre autant de lignes qu'on veut. Évidemment, la précision des données qui sortent de l'IRM va influencer, en fait, parce que, en fond, l'IRM de diffusion va prendre les structures, dans le fond, l'orientation des structures avoisinantes. Plus la résolution est grosse, ça veut dire que plus on va avoir une résolution qui va être générale, en fait, pour un point dans le cerveau. Puis plus la résolution de l'IRM va être bonne, plus la variation de la direction va être précise, en fait. Donc, oui, exact. En fait, donc, la question, c'est est-ce que la tractographie est faite avec l'IRM? Il y a maintenant des IRM qui ont ça d'intégrer, en fait, donc dans la machine. Par contre, nous, on développe des algorithmes à l'extérieur de la machine. En fait, donc, on prend les données, on prend les gigaoctets de données qui sont de l'IRM, puis on les analyse séparément. En fait. Avec ça, vous arrivez à une précision meilleure que ça. En fait, ça, c'est que la tractographie et l'IRM, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, l'IRM va pouvoir donner une image qui va soit être structurelle, fait dans le fond, ça va pouvoir dire
là, il y a de la matière blanche et là, il y a de la matière grise. Et ça ne donnera pas d'informations sur le chemin, en fait, que la matière blanche peut prendre. En fait. Ça va juste donner une information sur c'est quoi le tissu. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais... Absolument. Ben oui, on est là pour ça. Est-ce qu'on peut avoir oui, absolument. En fait, je pense que c'était en 2017. Donc, il y a des travaux dirigés par mon professeur Maxime Decoteau où il y a un neurochirurgien en fait, qui faisait une chirurgie donc, à crâne ouvert. Et il y avait la tractographie en temps réel selon un pointeur qui pointait quelque part dans le cerveau. Ça donnait les fibres qui touchent à ce point-là en fait, qui se forment dans le cerveau. Donc, les algorithmes sont assez rapides pour essayer en temps réel, actuellement. Une question un peu plus technique, mais dans ta présentation, il y a plusieurs types de FNN. Je me demandais en fait s'il y avait certains qui fonctionnaient mieux, puis aussi est-ce que les deux types de FNN ou RNN fonctionnent avec l'apprentissage? Oui, donc on demandait en fait pour l'apprentissage par renforcement, est-ce qu'on utilise des feed-forward networks, des recurrent neural networks? Donc, c'est des réseaux de neurones soit qui ont de mémoire ou qui n'ont pas de mémoire, en fait. L'utilisation de réseaux de neurones avec mémoire pour l'apprentissage par renforcement, c'est encore vraiment shady comme principe. En fait, il y a comme pas de théorie qui permet d'avoir des algorithmes qui sont comme stables et performants, en fait, et efficaces. Donc, en apprentissage supervisé, il y a eu des réseaux récurrents qui ont été utilisés. En apprentissage par renforcement, c'est encore à faire. En fait, j'utilise des réseaux aussi. Dans le fond, l'apprentissage par renforcement, oui, au réseau de neurones, oui, c'est bien, oui, c'est pas bien. Il me semble qu'il y a le même problème. Comment tu sais que c'est bien ou que c'est pas bien? Excellente question. J'espère que quelqu'un la pose. En fait, il y a des critiques qui ont raison, qui disent qu'on va un petit peu juste déplacer le problème. En fait. Par contre, c'est vraiment plus facile de définir une fonction de récompense que de définir un algorithme de tractographie au complet. En fait. Et en fait, cette fonction de récompense-là, c'est des travaux en cours, on peut l'apprendre aussi, en fait. Donc, on aurait des données qu'on nous donnerait, qu'on sait qui sont correctes, on pourrait apprendre la fonction de récompense qui, elle, permettrait d'apprendre les algorithmes, en fait, d'apprendre la tractographie. Donc, ça, en fait, il y a comme deux volets. En fait, comment ça se fait que la fonction de récompense, c'est pas juste comme faire la tractographie? Ben, c'est plus simple à faire, puis on peut l'apprendre aussi. J'ai encore dépassé le problème. Je veux dire, on nous donnerait des données qui sont correctes. Oui, il n'y a pas de free lunch, malheureusement. Donc, en fait, en déplaçant le problème, on le minimise un peu. En fait, donc, le but, c'est de trouver la solution qui est la moins pire. En fait. Vincent Saint-Onge, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi un coordonnateur de Open Naissance Sherbrooke. Peut-être que vous l'avez déjà croisé dans un autre événement d'organisation scientifique à Sherbrooke. Également collaborateur sur la journée de vulgarisation scientifique de Sherbrooke. Et bien dans sa vie personnelle et professionnelle, il est étudiant en doctorat et professionnel de recherche professionnel de recherche avec Non, professionnel de recherche à l'Université de Sherbrooke. C'est ça, exactement. Sa phrase était un peu elliptique, là, donc je ne peux pas. Mais il termine actuellement son doctorat en chimie sur le développement des matériaux plastiques pour remplacer les liquides dans les batteries lithium. Projet né d'un partenariat entre l'Université de Sherbrooke et Hydro-Québec. Depuis peu, il travaille comme professionnel de recherche en chimie à l'Université de Sherbrooke. Qui l'écoute? Donc, je vous invite à l'accueillir bien chaleureusement, Vincent Saint-Onge. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Je suis certain qu'on m'entend bien quand je parle dans le micro. Si je parle à côté du micro, on m'entend toujours bien. Moyen, OK, je vais essayer de rester près du micro dans ce cas-ci. Effectivement, ce soir, je vais vous parler un peu des découvertes qu'on a faites dans le groupe de recherche du professeur Jérôme Clavry, qui porte d'ailleurs sur ma thèse, donc on prend sur les batteries tout solides. Mais juste avant que je plonge dans les détails du sujet, j'aimerais savoir qui ici parmi vous a déjà utilisé une batterie lithium-ion. Oui, normalement, je m'attends à voir pas mal toutes les mains levées. Qui parmi vous pourrait me dire comment ça fonctionne à l'intérieur?
Quelques personnes. Ah, il y en a un peu moins. Donc, justement, c'est ce on va essayer de voir un peu ensemble ce soir, mais vraiment expliquer un peu à la base. Mais d'abord, il faut savoir c'est quoi la batterie lithium-ion. Donc, une batterie, par définition, c'est un système qui va permettre de stocker de l'énergie électrique, mais sous forme d'énergie chimique. Donc, en fait, on va induire un courant dans la batterie pour pouvoir la charger. Puis à ce moment-là, on va convertir, en fait, cette réaction-là va induire une réaction chimique dans la batterie, qui va nous permettre de prendre ensuite la batterie qui va être, on pourrait dire, dans un état activé, qui va avoir toute son énergie pour l'utiliser dans un système qui va ensuite nous permettre d'alimenter ce système-là. Donc, juste quelques petits détails importants. Dans le fond, dans la batterie, on va s'orienter surtout à ce niveau-là ici. On voit peut-être un petit peu mal sur la diapo. En fait, les billes blanches ici, ce sont ce qu'on va appeler des ions, surtout des cations. En fait, donc les ions lithium, d'où l'appellation des batteries lithium-ion. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on va vouloir prendre ces ions-là, lithium, les passer d'électrodes positives. Lorsqu'on va appliquer un courant à la batterie pour la charger, les faire passer ensuite à l'électrode négative pour ensuite prendre la batterie, l'amener dans le système qu'on va alimenter et faire la réaction inverse. Donc, on peut imaginer une batterie comme si on était dans un escalier en quelque sorte avec différents paliers. Donc, d'un côté, on va avoir l'électrode positive, qu'on va appeler la cathode. De l'autre côté, en fait, dans la cathode, c'est là qu'on va avoir en fait initialement les ions lithium ainsi que la plupart des électrons du système. De l'autre côté, on va avoir l'anode, donc l'électrode négative. Entre les deux, il va y avoir ce qu'on appelle l'électrolyte. Donc, ça, c'est un système qui contient en fait un solvant avec des sels qui vont être dissous. Puis, de la manière que ça fonctionne, lorsqu'on va charger, on va venir en fait faire l'abstraction d'une particule chargée négativement, donc l'électron, venir la stocker dans l'anode. Pour que ça puisse se faire, il faut de manière simultanée, un des cations, lithium, puisse migrer jusqu'à l'anode. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir charger notre batterie en faisant ça à répétition. Puis, la différence entre les deux niveaux sur l'escalier, la différence d'énergie, de potentiel électrique, en fait, entre les deux niveaux, donc cette hauteur-là, c'est ce qu'on va définir comme étant le potentiel de la batterie, ou le potentiel de la cellule, en fait. Et ce qui est, de manière un peu très simplifiée, plus cette différence est grande, plus les électrons qu'on va stocker dans la batterie vont avoir une énergie élevée. Donc, plus on va pouvoir alimenter, plus on va avoir d'énergie de stocker dans la batterie. Pour vous donner une petite idée, en fait, de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse vraiment à faire de la recherche sur les batteries, bien, vous savez sans doute, on essaie de se débarrasser autant que possible de notre consommation d'énergie à partir des ressources fossiles pour des raisons environnementales très évidentes. Par contre, on ne peut pas leur enlever ça. Ils ont quand même une bonne densité d'énergie. Donc, lorsqu'on utilise l'énergie fossile, ça fournit ce qu'on a besoin et très largement. Donc, c'est certain, nous, au Québec, on est fort sur l'énergie hydroélectrique. Par contre, ailleurs dans le monde, mais déjà, si on se tourne juste vers nos voisins aux États-Unis, on peut voir qu'au lieu de coûter seulement 7 sous par kilowattheure d'énergie, ça coûte beaucoup plus cher. Et si on essaie de se tourner, en fait, vers l'éolien ou le photovoltaïque, ce qui est généralement le cas ailleurs dans le monde, lorsqu'on n'aura pas de ressources, lorsqu'on n'aura pas d'eau, en fait, disponible, il faut se tourner vers des technologies qui sont intermittentes. Puis à ce moment-là, il faut absolument utiliser une batterie pour pouvoir stocker l'énergie. Par contre, les batteries, comme vous le voyez, stockent beaucoup moins d'énergie que ce qu'on est capable de générer avec les énergies fossiles. Ça pourrait être bien, en fait, si on était capable d'utiliser instantanément l'énergie, donc sans passer par les batteries pour les stocker, parce que ce ne serait pas très dispendieux. Mais on n'a pas le choix, vu comme c'est intermittent, il faut absolument la stocker. Puis à ce moment-là, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait bondir quand même de manière assez impressionnante le prix avec le stockage. Et le prix vient uniquement de la présence de batteries comme intermédiaire pour stocker l'énergie. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut trouver des solutions nouvelles sur les batteries? C'est réellement un des objectifs, c'est de réduire les coûts, mais également, pour pouvoir réduire les coûts, il faut pouvoir stocker plus d'énergie dans les batteries. Par contre, lorsqu'on stocke plus d'énergie dans les batteries, on se retrouve avec quelques petits problèmes. Donc, dans une batterie, on cherche à stocker l'énergie, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois ce soir. Par contre, on a aussi l'électrolyte. Je ne l'ai peut-être pas dit jusqu'à présent, mais l'électrolyte, c'est un liquide qui va être un solvant organique. C'est un liquide qui est inflammable et volatile. Donc, ça peut poser quelques problèmes au niveau de la sécurité.
Surtout lorsqu'on l'utilise avec certaines matières actives qui, elles, vont générer de l'oxygène. Ou surtout si on imagine qu'on est dans notre véhicule électrique, on circule, on a malheureusement un accident, la batterie casse, puis à ce moment-là, on a de l'oxygène qui rentre dans la batterie. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec une source, un combustible et un comburant. Et j'imagine que vous le savez tous, mais c'est ce qu'on appelle le fameux triangle du feu. Et justement, on a déjà vu des exemples par le passé où malheureusement la voiture a pris feu et c'est extrêmement pénible à éteindre comme incendie sur les véhicules électriques, ou même simplement si on pense à ce qui est arrivé il y a quelques années de ça dans les téléphones de Samsung, ça explosait dans les poches des gens, ils ont même fini par bannir l'accès dans les avions. Donc, on voit qu'il y a réellement un problème à vouloir stocker davantage d'énergie dans les technologies actuelles. Donc, une solution pour ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un électrolyte qui est solide. Pourquoi un solide, ce serait moins dangereux? Simplement parce que, déjà, à la base, les solides ne sont pas volatiles. D'autant plus, ils sont généralement moins inflammables que les liquides organiques. Donc, au niveau des électrolytes solides, on va avoir deux classes qu'on va appeler les céramiques ou la classe des polymères. Pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiers avec ce qu'est un polymère, vous connaissez sans doute les plastiques. C'est, je pense, la catégorie la plus connue des polymères qui existent. Donc, ça vous donne une petite idée de ce que c'est. Donc, les céramiques ont quand même certains avantages. D'abord, c'est très difficile de faire prendre en feu quelque chose qui est minéral. Vous essayez de mettre le feu à du béton, par exemple. Bonne chance. Si vous réussissez, bravo. Donc, ça procure une très grande sécurité au niveau des batteries. Et un avantage, c'est qu'à la température de la pièce, les ions, donc les lithium, qui doivent migrer dans l'électrolyte, peuvent bouger librement. Par contre, c'est extrêmement dispendieux, sont relativement fragiles, donc au niveau de la mise en forme, ça vient poser certains problèmes. Et malheureusement, sont beaucoup plus denses également que des polymères, par exemple, ce qui peut rajouter du poids à la batterie. Les polymères, quant à eux, peuvent quand même brûler. Je suis certain que certains d'entre vous ont peut-être déjà fait brûler du plastique, ça se fait. Par contre, ça brûle beaucoup moins bien que si vous mettez de l'essence. L'essence va brûler beaucoup plus rapidement. C'est un peu la comparaison entre un solvant organique versus un plastique. Donc, on a quand même une sécurité qui va être accrue, mais les polymères ont quand même d'autres avantages, c'est-à-dire qu'ils sont souples, donc au niveau de la mise en forme, ça va être beaucoup plus facile que d'avoir un liquide à transporter qui, lui, peut fuir si jamais on a une fuite, enfin un bris de l'éthique de la batterie. Ils sont très légers également. Par contre, à température ambiante, les ions ne sont pas mobiles. Et ça, c'est quelque chose, moi, en fait, dans le groupe de recherche dans lequel j'ai œuvré, qui est le groupe de recherche du professeur Jérôme Fabry à l'Université de Sherbrooke. C'est un groupe de recherche qui s'intéresse vraiment plus à la chimie des polymères, entre autres. Donc, évidemment, nous, on s'est tourné vers améliorer, on s'est tourné pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Et là, en fait, pour pouvoir trouver une solution, il faut comprendre l'origine du problème à la base. Et donc, c'est que les électrolytes polymères, ils sont ce qu'on appelle cristallins. Donc, qu'est-ce que c'est que la cristallinité? Bien, vous pouvez imaginer que vos molécules dans l'espace vont s'empiler en 3 dimensions de manière très rigide, très ordonnée, un peu à la manière d'un mur de briques. Donc, si vous arrivez, par exemple, avec un ion qu'on va représenter par une balle de tennis et que vous lancez l'ion, vous essayez de le faire traverser par ce mur-là. Je pense que tout le monde a déjà lancé une balle sur un mur de briques. Merci. Donc, évidemment, ça ne passe pas à travers le mur de briques. Ça rebondit. Justement, ça nous permet d'avoir beaucoup de plaisir des fois dans les cours d'école. Je me souviens quand j'étais plus jeune. Et donc, une des solutions qu'on a à ce moment-là, c'est qu'on peut chauffer la batterie. Et en chauffant la batterie autour de 70-80 degrés Celsius, on vient fondre les cristaux. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, on se retrouve avec un électrolyte qui est liquide. Donc, ça revient à la même problématique que les solvants organiques, parce que ça devient un solvant organique, liquide. Donc, ce n'est pas pratique. On a encore les mêmes problèmes avec la prise en feu des batteries de manière relativement spontanée. Donc, dans le groupe de recherche, qu'est-ce qu'on a eu comme idée de faire? Comme le titre de la diapositive l'indique, on a ajouté des défauts à l'intérieur de ce mur de briques-là. Donc, on peut imaginer lorsque la personne qui assemble le mur de briques décide d'en mettre un petit peu plus à côté, donc il va y avoir un trou. Et justement, avec la présence de ces trous-là, on est en mesure de faire passer nos balles de tennis à travers le mur. Donc, évidemment, la balle de tennis, dans ce cas-ci, étant les ions lithium. Et tout ça sans avoir à chauffer le plastique. Donc, on demeure avec un électrolyte qui est solide et on est quand même en mesure d'avoir le mouvement des ions qui est nécessaire
à 25 degrés Celsius sans chauffer la batterie. Ce qui permet d'éviter, en fait, d'avoir les feux de batterie. Donc, ce qui est vraiment je dirais une avancée importante. Là, vous avez peut-être entendu parler, soit dans le Journal de Montréal, dans la Tribune récemment, on a eu quand même un certain engouement médiatique par rapport au sujet qu'on a développé, en fait, la technologie qu'on a développée. J'aimerais juste pointer peut-être une petite différence pour question d'honnêteté scientifique. Même si dans le Journal de Montréal, on parlait que nos batteries seraient utilisées déjà dans les voitures électriques, comme vous le voyez sur la photo ici, c'est moi qui tiens un dispositif expérimental de la batterie. C'est une batterie, une pile bouton qu'on a développée. Donc, juste pour mentionner que oui, on a fait un pas dans la bonne direction pour régler les problèmes avec les batteries des voitures électriques, mais il reste encore beaucoup à développer avant qu'on se rende pour voir la technologie dans les batteries, dans les véhicules électriques réels. Donc, je vous laisse avec une petite image de mon professeur, Jérôme Clavry, et les gens du groupe de recherche. Cette photo-là a été prise il y a 3 ans, donc avant la pandémie. On avait le droit à ce moment-là de se regrouper et d'avoir un peu de plaisir. Donc, voilà, merci pour votre écoute, puis je vais prendre les questions. Merci Vincent de la présentation. Si j'ai compris, on peut essayer de stocker plus d'énergie dans une pile lithium-ion actuelle, mais ça crée des problèmes. Donc là, ce que ça sait faire, c'est d'utiliser la même technologie, augmenter la capacité de ces piles-là en changeant de... C'est ça? Oui, donc en fait, pour répéter la question, c'est par rapport à est-ce qu'on serait en quelque sorte en mesure de stocker davantage d'énergie avec les technologies actuelles, simplement en remplaçant l'électrolyte liquide par l'électrolyte solide, comme je l'ai brièvement laissé sous-entendre dans la présentation. La réalité, c'est que non, il y a d'autres choses qu'il faut faire. Une des raisons pourquoi on s'intéresse à changer l'électrolyte, c'est pour pouvoir également changer les matériaux de l'anode, donc l'électrode négative. En ce moment, les technologies actuelles, c'est du carbone graphitique qui est utilisé. Puis, on est réellement rendu au point où on a atteint le maximum de ce qu'on pourrait atteindre comme capacité avec ce type de matériaux-là. Donc, on essaie de remplacer. Une des voies qui est très envisagée, c'est d'utiliser du lithium métallique directement comme matériau d'anode. Puis, l'avantage, c'est que ça permet à peu près de doubler la densité énergétique, en fait, la densité massive de la pile, je dirais. Mais c'est très réactif, ça, du lithium. Le lithium est quand même très réactif, donc en effet, on va tout de même devoir avoir un étui qui va être assez bien scellé. Mais je dirais le lithium, si on l'expose à l'air, il va s'oxyder, donc il va devenir blanc. Donc il va passer d'une couleur un peu jaune métallique, pas exactement jaune, mais un peu de reflet métallique, puis il va devenir blanc, former un hydroxyde, donc il va réagir avec l'humidité dans l'air. Par contre, c'est très rare que ça va prendre feu juste comme ça. Si on l'arrose avec de l'eau, là, c'est une autre histoire. Là, ça peut devenir un peu plus violent. Mais sinon, dans une atmosphère contrôlée, on est toujours en mesure d'avoir quelque chose de contrôlé, justement. L'électrolyte, c'est un des bottlenecks. Oui, en effet, exactement. Donc, effectivement, il y a beaucoup de développement aussi au niveau de la cathode. La cathode, en ce moment, c'est elle qui va réellement limiter la densité d'énergie qu'on peut stocker. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à remplacer la cathode, donc l'électrode positive, par des nouveaux matériaux. Moi, je me suis vraiment intéressé à ce qui était entre les deux électrodes. Donc, il y a Tesla qui a acheté un startup de batterie de solid state. C'est une technologie comparable à ce qu'il fait. Dans le fond, la question, c'est on mentionne que Tesla a acheté une startup récemment qui œuvre dans les batteries solid state. Et à savoir, est-ce que ce que moi j'ai développé serait comparable? C'est une bonne question. D'abord, je ne savais pas que Tesla avait acheté une startup dans le solid state batteries. Donc, ne connaissant pas leur technologie, je pourrais difficilement les comparer. Par contre, si je me souviens de ce que Tesla a annoncé en 2020 dans leur fameux Battery Day, Tesla s'orientait vraiment plus au niveau du développement de cathode, donc électrode positive, par un procédé qui s'appelle le dry process, donc un procédé sans solvant. Par contre, l'électrolyte était toujours un électrolyte liquide, donc de ce que je me souviens.
À ce moment-là, je dirais que ma technologie qu'on a développée, c'est davantage complémentaire à ce que Tesla essaie de faire. Oui, donc on me demande, est-ce que la densité d'énergie serait plus élevée ou moins élevée avec les technologies, avec un électrolyte solide? La réponse est plus élevée. Donc, en fait, c'est l'une des raisons principales pourquoi on cherche à développer des électrolytes solides. C'est justement pour pouvoir éventuellement espérer doubler la densité énergétique de la batterie. Donc, on vise quelque chose qui va avoir une plus haute densité d'énergie. Oh, mais je vois une main levée par là-bas. La taille de la batterie, c'est un peu critique. Alors que si j'ai mis les nouveaux électrolytes que vous avez développés, est-ce que ça marcherait pour produire des batteries plus petites et beaucoup de charge? Oui, donc la question, c'est, sachant que la taille de la batterie, c'est quelque chose qui est vraiment critique, est-ce qu'on serait en mesure de développer des batteries qui pourraient être en fait d'un plus petit volume? En fait, la réponse, c'est oui. Mais ce n'est pas nécessairement. En fait, il faut savoir qu'en ce moment, dans les batteries lithium-ion, il y a une barrière, une membrane de polymère déjà entre les deux électrodes. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cette barrière-là par notre membrane de polymère, d'électrolyte polymère solide. Donc, si on la fait de la même épaisseur, à ce moment-là, en venant réduire la taille de l'anode, donc en utilisant une feuille de lithium métallique plutôt je dirais un coating de carbone graphitique qui est beaucoup plus épais. En ce moment-ci, avec l'anode de métal, de lithium métallique, on va avoir des cellules qui ont un volume plus petit, donc une plus haute densité volumique d'énergie également. Dernière question, Gabriel. Oui, donc on me demande, est-ce que avec la technologie qu'on a développée, si on chauffe en fait la batterie, est-ce que ça va toujours être viable comme technologie? Puis est-ce que si on ramène la batterie en fait à température ambiante, est-ce que ça va toujours fonctionner? C'est effectivement un des problèmes qu'on a eu. Lorsqu'on chauffe notre électrolyte, il devient en effet liquide. À ce moment-là, on n'a plus d'intégrité mécanique. Puis, il va y avoir possibilité d'un contact direct entre les deux électrodes, ce qui vient court-circuiter. Par contre, à ce moment-là, on se retrouve dans la même situation où on devait chauffer la batterie à plus de 70 degrés. Il se trouve que nous, notre matériau, son point de fusion, donc le moment où il devient liquide, est autour de 50 degrés Celsius. Donc, je dirais dans une journée très, très chaude d'été, si on l'expose dans un téléphone noir qui va absorber toute l'énergie, c'est tout à fait possible qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Par contre, il existe des solutions. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle la réticulation. Donc, la réticulation, c'est qu'on va venir faire des points d'attache chimiques à l'intérieur de notre matériau. Et à ce moment-là, il devient comme un élastique. L'élastique, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire fondre un élastique, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, à ce moment-là, la température serait un problème avec notre technologie. Par contre, au niveau des conductivités, au niveau des performances, ce sera à voir si on réussit à maintenir les performances qu'on a actuellement. Mais effectivement, c'est une solution qui est pas juste envisageable, c'est une solution qui est envisagée pour la suite du projet parce que ça va être important. Merci. Comme vous l'avez compris, on attend notre quatrième présentation. Et donc, la souris se termine là-dessus, mais on a quand même quelques messages à vous communiquer. Premièrement, merci à tous nos présentateurs et présentatrices et à vous-même d'avoir participé en si grand nombre. En tout, on a calculé à peu près 75 participations. Donc, vraiment, pour le début de saison, c'est excellent. Sinon, on vous invite, Vincent, à déjà participer à notre podcast, La tête à Papier. Vous savez, l'intérêt pour les podcasts, une épisode de 25 minutes, segmenté en deux, qui est une chronique pour une actualité, et ensuite une entrevue. Vincent a participé à notre avant-dernier épisode.
Donc, pour en apprendre davantage sur son projet, mais également ses motivations, ses inspirations dans la vulgarisation scientifique. Sinon, on a également un événement de technologie du futur mercredi prochain, la semaine prochaine, mais cette fois-ci à Montréal. Donc, si vous avez été inspiré, si vous voulez faire vivre un peu votre projet à Montréal, on a aussi un transport qui est déjà prévu. Donc, jouer la gang du 3T, je ne sais pas si ça vous tente. En tout cas, vous me direz vos commentaires peut-être à la fin de la soirée. Sinon, déjà demain, on va avoir un format d'appréciation. C'est bien apprécié, ça prend 2 minutes. Si vous voulez mettre vos commentaires, vos suggestions, vos propositions de présentation, il y a un bonus même de référence qui vient avec ça, une bonne bière ici même, mais aussi bon Sénégal. Et également, on vous invite à un prochain événement, le 10 novembre, ici même, intitulé Business. Donc, on va parler d'affaires, d'entrepreneuriat et même de fiscalité. Donc, c'est en rendez-vous, même principe, même heure, même formule. On vous attend également. Un grand merci.